Bienvenue, Hassan El-Jaï. Merci Rachid. Merci d'avoir accepté notre invitation. Jean-Luc, vous êtes comédien, metteur en scène et coach dans la prise de parole en public. C'est votre particularisme. Oui. Ouais, au niveau du coaching. Hassan El-Jaï, quand on est artiste, quel regard artistique on porte sur son environnement, sur l'actualité, avant de rentrer dans le détail de l'actualité, ce qui fait l'actualité, ce qui fait aussi votre actualité, mais l'actualité politique au sens large du terme. Est-ce qu'on est attentif? Est-ce qu'on suit ce qui se dit? On le doit. D'abord, on doit se tenir au courant, on doit être informé. Et puis aussi, on doit, je pense, toujours avoir de la hauteur sur les événements, dans le sens où il ne faut pas suivre les choses de manière, effrénée, de manière impulsive. Donc c'est important d'avoir l'information et puis un petit peu de la contempler, d'y réfléchir. Vous la voyez, vous la regardez? Oui. Mais pas d'implication directe dans le commentaire, dans le jugement de l'information, c'est ça, grosso modo? Tout à fait, parce que d'abord, en tant qu'artiste, j'estime que ce n'est pas mon rôle, ce n'est pas ma place. Oui, mais avant d'être artiste, vous êtes un homme, je pense, non? C'est vrai, mais... Citoyen? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais l'expérience m'a montré qu'il faut savoir un petit peu regarder les choses de loin, toujours avoir une certaine distance. Il y a une phrase dans Le Prophète de Khalil Gibran qui dit, quand il parle au peuple d'Orphalaise, il leur dit « Vous m'avez souvent critiqué parce que je montais en haut de la montagne, je restais seul. Mais comment pouvais-je vous regarder si je ne prenais pas de la hauteur et de la distance? Comment peut-on être proche sans être loin ?» J'aime bien cette idée. C'est ça votre devise de vie? On va dire c'est une idée que j'aime beaucoup en tout cas. Ce qui vous met en rapport et en relation avec l'actualité, c'est l'attitude que vous adoptez, c'est ça en fait. Voilà, avec l'environnement, avec l'actualité et puis avec l'information, puisque comme vous le savez, on vit à l'ère des fake news, des choses qu'il faut doublement vérifier, triplement. Il vaut mieux y aller tranquille, y aller doucement, comme on dit. Voilà. Mais par rapport les bras de fer politiques, par exemple, les JDRNI, toutes ces choses-là, est-ce que Hassan El-Jaï se dit voilà, c'est pas pour moi, je mets ça de côté? J'avoue très sincèrement que je n'y connais rien et que si je mets le nez dans ces choses-là, je risque de m'ennuyer terriblement. C'est vrai? Donc en fait, c'est pas du tout un centre d'intérêt chez vous? Non, pas du tout, j'avoue. La politique au sens... Non. Au sens primaire du terme, c'est la primaire, c'est-à-dire dans le jeu politique entre formations politiques, parce que c'est aussi les acteurs. C'est vrai, c'est vrai. Mais justement, pas à ce niveau-là du discours et de l'interaction entre eux. Non, plutôt au niveau des décisions, au niveau des changements pour des lois qui vont véritablement modifier la société, avoir une influence, ouais. avoir un impact sur la vie des individus de ces sociétés. Mais de là à rentrer effectivement dans les bras de fer, comme vous avez dit, j'avoue que ça ne m'intéresse pas. Avant d'aller dans les lois, éventuellement les lois mises en place qui ont un impact direct, en tout cas, pour le citoyen, la vie de son quartier ou de son environnement direct et indirect, Hassan El-Jaï, lorsqu'il y a de l'idéologie. Oui. Voilà. L'idéologie, c'est un ensemble d'idées, me semble-t-il, qui convergent et qui mettent en lumière, en perspective, une vision du monde tel qu'il est, ou une vision du Maroc tel qu'il est ou tel qu'il doit être. Oui. Est-ce que là, par contre, vous prêtez une attention particulière? Lorsqu'on va sur ce terrain idéologique, quand je dis les partis politiques et le personnel politique va sur ce terrain-là. Oui, je vais y prêter une certaine attention, encore une fois, tout en étant sûr que je ne décide pas de choses personnellement de manière définitive, rigide, réductrice, fermée. Vous voyez, parce que d'abord, les choses évoluent. On ne peut pas enfermer une idée, une loi, en 2018 ou en 2019, parce que ça va avoir une incidence sur une société ou peut-être sur une région. Est-ce que cette région va réagir de la même manière qu'une autre région? Est-ce que le Nord, c'est le Sud? Non. Donc, on prend son temps pour, j'ai envie de dire, pour digérer l'information et puis penser, s'intéresser aussi. Vous pouvez appeler des amis qui vivent ailleurs, dire « Mais qu'est-ce que vous pensez, vous, effectivement, dans votre ville ?» Et puis, il va vous répondre « Ah ben, figure-toi que nous, par rapport à telle tradition ou telle habitude de vie, ah ben, c'est quelque chose qu'on trouve X. » Et vous dites « Ah mais c'est dingue, je n'avais pas du tout vu les choses comme ça. » Donc, comme je vous disais, je pense qu'il faut toujours faire attention à l'angle de traitement, au contexte et puis à l'évolution d'une loi sur une population donnée, pendant une certaine période. Et sur l'idéologie de formation politique? Parce que pour vous, ça
c'est important. C'est-à-dire, voilà, c'est l'idéologie de telle formation politique va guider aussi et traduire en action ses velléités, ses ambitions, ses objectifs. Vous voyez ? Bien sûr, c'est Pendant très ça. longtemps, on a dit, voilà, il y a un parti qui véhicule un peu l'islam politique, et puis l'islam politique, attention. Voilà. Est-ce que vous là-dessus, vous avez, sans rentrer dans le nom d'une formation politique quelle qu'elle soit, Oui. vis-à-vis de ça, est-ce que vous considérez que c'est une idéologie où il faut être extrêmement méfiant, prudent, ou vous considérez que toutes les idéologies politiques au sens large sont quasi identiques? Ah non, non, non. La question est ouverte. Vous aimez les espaces ouverts? La question est ouverte. Ah, tout à fait, tout Voilà. à fait. Ça, j'apprécie, Rachid. Mais en tout cas, je dirais que méfiant, non, parce qu'il y a des bons et des mauvais, des personnes désintéressées et des personnes intéressées partout. Donc, que ce soit les partis politiques, les entreprises, les pays. Prudent, bien sûr. Et ça a son importance, comme vous avez dit, parce que ça définit la vision d'un parti, l'angle de travail, la méthodologie, etc. Mais pour moi, encore une fois, je regarde ça avec beaucoup de distance et souvent beaucoup de contemplation parce que sur le plan personnel, je n'ai adhéré à aucun parti parce que j'estime que il y a, c'est très personnel encore une fois, il y a tellement de choses qui régissent la vie, il y a tellement d'éléments dans l'équation que effectivement je ne me sens pas être capable d'arriver dans un groupe d'individus et de dire oui, tout à fait, c'est ça qui va régir mon action sur les 5 prochaines années, les 10 prochaines années, etc. Moi, personnellement, c'est quelque chose que je ne pourrais pas m'imposer. Mais je pense que en tant qu'artiste, c'est tout à fait cohérent parce que je vois qu'il y a beaucoup trop d'autres éléments dans l'équation d'une vie ou d'un travail de vie. Je vous posais cette question parce que parfois il y a les idéologies qui dictent des codes sociaux, comment penser, comment se vêtir. Oui, il y a un notamment. parti aujourd'hui qui est traversé qui est abîmé, fracturé par rapport à une parlementaire qui avait une tenue vestimentaire et elle a changé, en fait, elle aurait changé de tenue, enfin, elle a changé de tenue vestimentaire en changeant de pays. Donc est-ce que ces choses-là, par rapport à l'idéologie, le comportement de l'individu, est-ce que ça peut générer autour, avec la question aussi, parce que je vais vous amener là-dessus, sur la dimension et la place de la morale aussi. Ouais. En politique, la place de la morale aussi dans la cité et dans la citoyenneté. Et le rapport qu'on peut avoir aussi avec cette notion de morale et de moralité. Tout d'abord, ça c'est, à mon avis, c'est un problème. Mais la question de fond, c'est le jugement, à mon sens. Parce que j'ai une règle personnelle, c'est que il ne faut jamais juger un individu, et surtout, encore moins, sur les questions d'apparence au premier abord. Parce que l'apparence, encore une fois, c'est quelque chose de tellement éphémère, de tellement fluctuant, que c'est dangereux à mon sens. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, il y a ce problème, notamment qui est exacerbé par la plupart des médias, mais pas seulement au Maroc. C'est un peu, vous savez, la junk information, la junk news. Breaking news, on perd. Tout à fait, c'est que tout le monde doit avoir une opinion maintenant sur quelqu'un ou quelque chose. Mais d'abord, moi, je ne me sens pas le droit de juger qui que ce soit. Et encore, je veux dire, surtout sur à mon sens, occuper l'espace public, audiovisuel, etc., sur des questions pareilles, à mon avis, c'est une perte de temps. Moi, je pense que les individus, surtout en 2019, on vit dans un monde où la liberté a pris une ampleur, la liberté d'un individu et de ses choix ont une ampleur et j'ai envie de dire, un rayon de possible qui n'était pas celui, par exemple, qui existait au Maroc il y a un siècle, ou il y a 2 siècles. Ou moins que ça, peut-être. Peut-être un demi-siècle, même. Oui, tout à fait. On peut même dire 30 ans. Décennie, il y a juste 30-40 ans. Et donc, je pense que ce ne sont pas des questions importantes. Mais ça c'est personnel. Oui, ça veut dire le fait que l'actualité politique, et l'actualité au sens large, soit essentiellement centrée là-dessus depuis quelques semaines et depuis quelques jours, c'est qu'on a un personnel politique qui est complètement déphasé, déconnecté, et n'est pas, en tout cas, suffisamment connecté avec l'individu aujourd'hui qui jouit d'espace de liberté, nos frontières, nos limites, qui est dans son monde à lui, dans lequel il vit, et que le politique, en fait, n'a plus de prise, n'a plus même pas de connexion Wi-Fi. En clair. Oui, ou pas de connexion Wi-Fi, parce que justement, le problème peut-être aujourd'hui, c'est que tout le monde a une connexion Wi-Fi et à haut débit, très haut débit, donc ça va encore plus vite. Non, c'est que tout d'abord, il y a le poids du sujet dans l'enjeu de la vie et de la société aujourd'hui. Concrètement, ce dont vous me parlez, je ne sais d'ailleurs pas du tout de qui il s'agit, ça me semble être
un poids qui est presque inexistant. Ouais. Et d'autre part, Si je vous dis une députée du PJD, par exemple, qui qui a l'habitude, comme habitude sociale en tout cas, de porter un voile et de faire la morale sur les réseaux sociaux pour le port du voile avec une symbolique à la fois politique et sociale, le fait qu'elle ait décidé de retirer son voile lorsqu'elle était en France, il y a toute une polémique autour de ça. Est-ce que pour vous, c'est un épiphénomène? C'est quelque chose, c'est un micro-détail ah oui, que vous évacuez parce que... Enfin, complètement. Je vous avoue. Hassan Agel s'en fiche. Je dirais, s'en fiche, ce n'est pas le mot ou l'expression que j'emploierais. Je dirais plutôt, ça ne me regarde absolument pas, très honnêtement. Parce que c'est personnel. Mais bien sûr, bien sûr. Bien sûr que c'est personnel. La dimension de la moralité. Quel rapport vous avez on vit dans un monde aussi aujourd'hui, les sociétés sont en quête de moralité. On a des responsables politiques, des acteurs politiques aussi, qui vont sur ce terrain-là aussi pour pouvoir être attractifs. Voilà, en se présentant comme des chantres de la morale. Est-ce que là-dessus, par contre, vous portez un regard beaucoup plus attentif? Je pense que ça devrait être sur les valeurs. Mais justement, sous couvert de moralisation, aller occuper l'actualité avec le choix vestimentaire d'une femme ou d'un homme dans un contexte donné, à un moment donné, honnêtement, je trouve que ce n'est pas très consistant. Voilà. Parce que les enjeux sont ailleurs. Mais bien sûr, les enjeux, même sur la question du voile, on n'en est plus là, vous savez. Aujourd'hui, nous savons tous ce qui se passe en Occident, notamment en Europe. Il y a moins de problèmes avec le voile dans les pays anglo-saxons, mais même dans les pays scandinaves, il me semble. Mais en Europe, comme des pays comme la France, en Europe centrale, disons, il y a des vrais problèmes. Les gens vivent des grandes difficultés sur le plan personnel, sur le plan professionnel, à cause de cette question-là. Là, déjà, ça me paraît un peu plus intéressant. Mais voilà, une Marocaine ou un Marocain qui sort de son pays pour X raisons et qui prend une décision pareille, manifestement, ça me semble être un enjeu qui est si peu important. Un non-événement pour vous, en tout cas. Ah oui, et en tout cas, surtout pas au niveau de la morale. Ah non, non. Vous êtes méfiant vis-à-vis de ces discours moralisateurs dans le discours politique? Je pense qu'ils sont dangereux. D'autant plus lorsqu'il s'agit de ce genre de questions. On devrait parler de valeurs. On devrait parler de l'influence, du poids de certaines valeurs dans l'éducation des gens, dans leurs faits et gestes, dans la façon dont ils parlent, mais pas seulement la façon. Quand je dis façon, c'est un peu rapide, c'est pour dire les mots qu'ils emploient, l'enjeu de leurs actions dans une société à un moment donné, avec des personnes données. Qu'est-ce que cela représente à l'intérieur du pays, à l'extérieur? Comment les personnes importantes ou influentes à l'extérieur peuvent nous percevoir? Et là, c'est vrai que je parle un peu en tant que professionnel de la communication, de la prise de parole en public. Mais déjà, là, ça me paraît être une dimension plus pertinente, beaucoup plus pertinente. Mais je pense effectivement que sur le plan de la morale, déjà, je ne pense pas que tout le monde est habilité. Moi, je vous dis tout de suite, je n'ai aucune légitimité à parler de morale. Déjà, à dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mais absolument pas. Déjà, j'ai tellement de mal à m'occuper de moi-même, pour être tout à fait honnête. Ouais. Mais évidemment. Moi, je suis très surpris, très étonné quand je vois aujourd'hui des personnes de tous âges, de tout background, de toute formation, justement se permettre de donner des avis sur des questions qui ont d'ailleurs des importances très différentes. Parce que comme vous avez dit, ça peut être la tenue vestimentaire d'un homme ou d'une femme. Là, actuellement, est-ce que Abdellah Benkiran, l'ancien chef de gouvernement, est-ce qu'il a une retraite de retraite? Ah oui, j'ai entendu parler de ça. Juste entendu parler? Franchement, oui, très brièvement, parce que je vous avoue que ce ne sont pas des questions sur lesquelles je vais passer beaucoup de temps. Effectivement, je regardais une dépêche sur une liste, et puis j'avoue que je vais passer rapidement. Parce que, encore une fois, je pense que si ce monsieur a quelque chose à dire ou à régler, mais c'est avec les personnes concernées dans ce pays, qui sont d'ailleurs toutes habilitées au niveau de la loi, au niveau de la règle, qu'elle soit religieuse ou qu'elle soit financière, etc. Moi, n'ayant que très très peu de connaissances dans ce domaine, honnêtement, je ne me permets pas. En tout cas, c'est pas une news qui vous intéresse? Non. Qui fait actuellement l'actu, qui fait un peu de tapage. Oui, j'ai vu qu'elle faisait l'actu, qui m'intéresse, non, et qui a une importance, je dirais, vraiment de poids dans la société d'aujourd'hui. Et sachant les problèmes que nous vivons, honnêtement, je ne pense pas. Honnêtement.
Et qu'est-ce qu'il y a comme actu éventuellement qui suscite un intérêt chez Hassan El Jaye aujourd'hui? Parce que je lui dis, est-ce que je vais vous parler de l'école, de l'éducation? Voilà, oui, Ouais, oui, c'est un tout à sujet fait. qui vous préoccupe, ça? Mais c'est un sujet très préoccupant. Très préoccupant. D'ailleurs, qu'on le veuille Est-ce ou que vous pas. avez suivi de près aussi tous les débats qu'il peut y avoir sur ce sujet-là? Pas le débat sur la place publique, malheureusement, parce qu'on n'a pas eu droit à un débat national là-dessus. Certes. Mais voilà, mais en tout cas, les débats qu'il peut y avoir au sein avec le personnel politique, avec les décideurs, dans les couloirs, Mhm. sur fond d'idéologie, on revient toujours là, parce qu'il y a une problématique apparemment idéologique. Oui, oui, il y en Fait a que- toujours une. Hein. Mm. Vous savez, l'idéologie, c'est toujours le fond des choses. Hein. On ne défend jamais rien. Ça n'existe pas un être humain qui ne porte aucune cause, qui ne porte aucune grande idée. C'est impossible à mon sens. Donc oui, pour revenir à votre question, ça c'est quelque chose que je suis de beaucoup plus près, effectivement. Et je pense qu'aujourd'hui, le problème n'est pas simplement idéologique, il se situe au niveau du bon sens, au niveau de C'est-à-dire l'approche, du de la pragmatisme. pédagogie. L'enjeu est d'être pragmatique aujourd'hui? D'être pragmatique, mais aussi d'être pédagogique et de s'armer des bons outils, hein, de la bonne toolbox, comme on dirait les anglo-saxons, pour faire face à une situation donnée. Et quand on voit que l'introduction de langues étrangères, essentiellement le français et l'anglais comme langue enseignée, Oui, et langue d'enseignement pour l'enseignement supérieur, d'enseignement, c'est-à-dire qu'on enseignerait en français ou en anglais certaines matières, essentiellement matières scientifiques, et que ça fasse débat, et qu'on mette en disant certains partis politiques en disant que voilà, attention, ça va fragiliser notre identité. Parce que je sais que vous là-dessus, les questions identitaires, les fragilités identitaires, c'est quelque chose sur lequel vous avez travaillé, qui vous tient à cœur. bien sûr. Voilà. Donc, est-ce que pour vous, il y a un véritable enjeu là? En tout cas, je ne crois pas que la fragilité viendrait d'une telle loi. À mon sens, l'identité est une question qui relève de l'individu, de sa curiosité, de son appétit, de son histoire, de sa propre histoire, de l'histoire de son peuple, son pays. Mais de là à dire que imposer à certaines personnes que telle matière soit enseignée en français dans un pays comme le Maroc ou en anglais, non, je vois ça comme une possibilité au contraire, d'ouverture sur le monde, d'enrichissement, de nourriture pour l'esprit. D'ailleurs, aujourd'hui, on le voit, les jeunes, en grande majorité, regardent, en tout cas pour ce qui est des séries qui viennent de l'Occident, spécifiquement, les regardent en langue anglaise. On le sait très bien. Ça ne pose aucun problème. Au contraire, c'est quelque chose qui pourrait être bénéfique, qui pourrait être enrichissant pour ces personnes, et d'ailleurs pour ce qu'elles feront dans 10, 15, 20 ans. Mais encore une fois, si la personne a le désir d'aller dans le fond des choses, à mon sens. Parce que, évidemment, si vous vous arrêtez au niveau d'anglais qu'une série, je dis n'importe quoi, comme Homeland, ou comme Blacklist, ou comme Game of Thrones, vous savez, toutes ces choses, ces séries qui sont à la mode, si vous arrêtez à ce niveau-là, ce n'est pas avec ça que vous allez pouvoir devenir professeur agrégé ou enseigner à des personnes en enseignement supérieur. Mais par contre, si vous avez ça et aussi un appétit, une curiosité d'aller chercher dans un Shakespeare qui est infiniment plus bénéfique au niveau des sens cachés, du vocabulaire, de la richesse. Vous savez, Shakespeare il écrivait avec le iambic pentameter, c'est le pentamètre iambique. Et c'est quelque chose qui s'est perdu aujourd'hui, mais quand vous l'étudiez, ça vous donne une connaissance et une solidité dans la langue anglaise. Et je le dis souvent aux personnes que je vais avoir l'opportunité de coacher dans des écoles comme HEM, l'ISKE, je leur dis ne vous arrêtez pas aux séries. C'est très bien l'anglais, mais allez au fond des choses, revenez à la source. Mais quand vous dites Shakespeare aujourd'hui, est-ce que la jeunesse d'aujourd'hui, d'ici la jeunesse marocaine ou d'ailleurs, est-ce qu'elle est sensible? Est-ce qu'elle connaît Shakespeare? Est-ce que vous êtes ça vous a inspiré, vous? Moi, ça m'a inspiré. Molière vous a inspiré. Ah, tout à fait, énormément. Mais je ne suis pas convaincu que les jeunes d'aujourd'hui, un jeune d'aujourd'hui qui a 18 ans, va être inspiré par Shakespeare. C'est vrai. Ou Molière, ici ou ailleurs. Hein. Ici ou ailleurs. C'est vrai. Encore qu'ailleurs, les Shakespeare et les Molières sont plus joués, sont plus adaptés qu'au Maroc. Mais cela dit, pourquoi je parle de Shakespeare et vous me servez Molière sur un plateau d'argent, c'est un plaisir pour moi. Mais pourquoi? Parce que je glisse à travers cette émission quelques indices, à mon sens, pour ces jeunes. Parce que il faut tout simplement dire une chose. Combien de personnes leur disent Combien de personnes vont
leur parler de ces personnages, de ce qu'ils ont écrit, de leurs œuvres, etc. Moi, je pars du principe que la plupart des gens peuvent être très bien intentionnés. Il faut simplement donner des indices d'une méthodologie, d'une recherche aux gens. Mais pour revenir à la question d'identité, il ne tient qu'à eux. Il ne tient qu'à eux, s'ils aiment l'anglais, d'aller, et Shakespeare n'est qu'un exemple, il y a bien d'autres auteurs, il ne tient qu'à eux d'aller chercher et d'aller approfondir leurs connaissances, Encore faut-il aussi être en capacité de porter une vision et de porter et de susciter cette envie, me semble-t-il. Parce que quand on est sur les questions identitaires aussi, il y a aussi un domaine sur lequel je crois que vous avez beaucoup travaillé, c'est l'intériorité, l'extériorité aussi. Tout à qui fait. permet de consolider l'identité de l'individu. Donc sur ces choses-là, il n'y a pas grand monde qui va sur ce terrain-là, Non, pour faire ce malheureusement. travail-là, Non. que ce soit en termes de recherche ou autre. Mais voilà, est-ce que c'est du domaine en fait de la spiritualité, votre champ de prédilection? Est-ce que c'est aussi de la responsabilité du politique au sens noble du terme? Mais voilà, quand on aborde l'identité, est-ce que en fait, il serait pas bon de l'aborder sous l'angle de l'identité consolidée, de l'identité composite, quelque chose de vivant, de dynamique, mais qui doit être aussi en paix, réconcilié entre intériorité et extériorité? C'est évident. Comment un individu qui ne... Déjà, ce serait très prétentieux de dire qu'il est déjà réconcilié, à mon sens. C'est une recherche, c'est un chemin. On n'est jamais arrivé, en principe. Hein, et c'est d'ailleurs tout l'intérêt de ce cheminement. Ah bah oui, je suis même très très loin d'y être arrivé. Non, ce qui est intéressant, c'est la recherche. Vous savez, il y avait une publicité que j'aimais beaucoup sur les livres, les cahiers Oxford qui disait « Le talent, c'est d'avoir envie ». J'aime beaucoup cette phrase. Ça a l'air de rien, c'est une pub, mais ça fait partie des rares pubs qui je trouve, portent un message intéressant. Pubs intelligentes pour vous? Hein? Ça fait partie des pubs intelligentes? Oui, tout à fait. Mais tout ça pour dire que il ne tient encore une fois qu'à l'individu de se concentrer sur l'approfondissement d'une chose, toujours en reflet à soi. C'est l'effet miroir. Mais évidemment, en travaillant sur la chose, restant à l'écoute de soi-même et en se disant, tiens, ça, qu'est-ce que ça me fait? Pas simplement au niveau émotionnel, sensoriel, mais au niveau intérieur, au niveau de qu'est-ce que ça dévoile, qu'est-ce que ça révèle sur moi-même, à moi-même. Vous savez, j'avais un prof de théâtre au cours Florent qui disait toujours « Arrêtez d'avoir des habitudes de comédien que moi j'appelle intermittent du spectacle. » Il n'aimait pas les intermittents. Bon, ça c'était son affaire. Mais il nous disait toujours « Allez dans le fond des choses. Si vous êtes un comédien qui n'est pas renseigné sur lui-même, vous n'êtes au final qu'une marionnette, au service d'un cachet, au service d'un directeur de théâtre, d'un metteur en scène. Vous devez être un individu, un artiste renseigné sur lui-même. » Cette phrase, elle fait toujours écho. Mais c'est ça, je pense, à mon avis, c'est qu'on ne rappelle pas aux gens que l'intérêt aujourd'hui, c'est d'être renseigné sur soi. La politique devrait être au service de ça, à mon sens. C'est pour ça que je me demandais qui est responsable de quoi. Et quand vous allez vous avez dit tout à l'heure, moi j'ai entrepris un chemin de conciliation, de réconciliation avec moi-même aussi. Je suis en quête aussi de mon identité. Est-ce que c'est ça qui a été le fil conducteur aussi de votre vie jusqu'à aujourd'hui? Mais c'est toujours l'objet de mes efforts, c'est ma quête. C'est ma quête. Soufi mon amour, c'est la traduction de ça? Soufi mon amour en fait partie. Oui. Mais là, je vais relancer plutôt une lecture sur Victor Hugo et ses textes qui sont absolument incroyables. C'est au niveau de la poésie, du théâtre, de la prose, etc. Au même titre que Le Prophète de Khalil Gibran, au même titre que Shakespeare, que des œuvres d'Olivier Py, qui sont des contes de Grimm adaptés, où il y a vraiment des idées et des sagesses et des enseignements qui sont merveilleux. Tout cela fait partie d'indices que j'ai trouvés sur le chemin, sur ma quête. De votre vie personnelle, en fait. Ah, bien sûr, de cette réconciliation. Oui. Mais ce n'est pas qu'au niveau spirituel, c'est à tous les niveaux. Oui, mais il y a également la dimension spirituelle. Ah, bien sûr, elle est essentielle. Hassan Léger, lorsque vous êtes, je rappelle, vous êtes artiste, comédien. Oui. Vous avez découvert, je crois, le théâtre depuis l'âge de 5 ans. Vous faites du théâtre? J'en fais depuis l'âge de 5 ans. De 5 ans, depuis l'âge de 5 ans. Donc vous l'avez découvert à l'âge de 5 ans. Et vous en faites depuis l'âge de 5 ans. Vous êtes sur scène, régulièrement, tout seul, face à un public. Souvent, oui. Souvent seul. C'est quoi le fait de se retrouver souvent seul? Parce que généralement, quand on est les pièces de théâtre, il y a souvent plusieurs acteurs, plusieurs personnages. Oui, la plupart. Mais je me suis dit, voilà, Hassan Léger, lui, il a choisi d'être seul face à son public. Est-ce que ça rend, il y a une dimension aussi spirituelle, une dimension aussi de pouvoir se challenger avec lui-même? C'est quoi?
Oui, mais ne croyez pas que c'est quelque chose qui était totalement programmé, voulu, prévu. À la base, je me suis retrouvé seul sur... Haro, pas de théorie du complot, pas de théorie de... Ah non, C'est ce que pas vous du, êtes en train de dire, non. mon Dieu, Ça pas s'est du fait tout. naturellement. Pas du tout. Et je n'ai pas absolument pas le niveau et l'intelligence pour aller là-dedans. Non, non. Ce que je veux dire, c'est que au début, je me suis retrouvé face à une problématique dans un contexte donné. Au Maroc, donc je suis rentré, je travaillais avec une compagnie qui s'appelle la compagnie L'Aparté. Je salue d'ailleurs une de ses fondatrices qui s'appelle Géraldine Edelin, qui est une amie et que j'aime beaucoup, que je respecte énormément. J'ai travaillé avec ces personnes pour faire parvenir en lecture dramatique à 2, 3 comédiens des textes très beaux, Le Petit Prince, Othello de Shakespeare, etc. Au bout d'un moment, la plupart de ces personnes qui étaient expatriées ont dû retourner en France. Et je me suis retrouvé... Donc ils vous ont laissé seul. Non, pas laissé, mais ils avaient d'autres choses à faire qui Ouais. étaient tout à fait importantes Donc vous avez pour eux. repris le flambeau en fait. Alors ce que j'ai fait, c'est que je me suis retrouvé dans un contexte où je ne trouvais pas, par exemple, beaucoup de comédiens qui savaient dire l'alexandrin. Et vous savez, c'est toute une discipline hein, et un travail, l'alexandrin. Alors du coup, c'est parti comme ça à la base. Je me suis dit, bon... Ben pourquoi je jouerais pas tous les personnages? Bon, là, il y en a 8, 9, c'est un peu trop, je vais aller vers cette pièce où il y en a que 3, 4. Et puis alors, je me suis mis à changer de voix. Mais ça, c'est vrai que je le faisais depuis tout petit aussi. Hein, je changeais de voix pour les dessins animés, pour les films, et j'essayais de les rejouer devant la télé en même temps. Alors, j'ai utilisé tout on va dire, cette expérience, et puis ça a plu aux gens. Mais je l'avais pas du tout prévu. Parce que je rappelle que la lecture ou les lectures dramatiques, c'était quelque chose de tout à fait novateur chez nous. Je Ça pense existait qu'au Maroc... très, très peu. Oui, non, attention, ça se faisait. Oui. Mais effectivement, le format à travers lequel je transmets ces textes au public, non. Dans ce format-là, non, effectivement. C'était juste une nouvelle forme, une nouvelle approche. Réception du public. Le public qui vient et qui assiste à vos représentations, il est en attente de quoi? De réconciliation, intériorité, extériorité, identitaire, a besoin aussi de souffler parce qu'il se dit, voilà, quand je vais écouter Hassan El-Jay, je vais prendre un peu de hauteur. La retraite de Ben Kiran ou autre, c'est plus... Non, mais je vais aussi prendre un peu vachement de recul et de distance par rapport à tout ce qui fait l'actu et qui peut polluer certains esprits. Tout à fait, et Dieu merci. Au début, c'était l'étonnement. Et la belle surprise, c'est que les gens aimaient ça et ils revenaient. Et alors, du coup, Soufi, mon amour est arrivé quelque temps après. Là, ça a été un succès, en tout cas à mon modeste niveau. C'est comme si vous passez de 0 à 95. C'est-à-dire que des centaines de personnes qui viennent. Je jouais à guichet fermé pendant plus d'1 an et demi. Et pourquoi? Parce que, comme vous dites, les gens... Tout d'abord, je pense que les gens n'ont plus le temps de s'occuper d'eux-mêmes aujourd'hui. Mais si j'allais un peu plus en profondeur et qu'on devait s'imposer la sincérité qui se doit pour ce genre de sujet, les gens ne savent plus et ne choisissent plus de prendre le temps qu'il leur faut. Pour eux-mêmes. Pour être en paix. Avec eux-mêmes. Pour s'écouter. Ouais. Déjà avec soi-même, pour s'écouter, pour savoir où on en est. Vous savez, ne serait-ce que tous les jours, quand je fais du coaching avec des particuliers ou des groupes en entreprise, je leur dis toujours, tous les jours, prenez 10 minutes pour vous-même. Et il y a des personnes qui se retrouvent obligées dans leur calendrier de le noter parce qu'ils vont oublier. Et pour quelqu'un comme moi aujourd'hui, parce que c'est une discipline que je me suis imposée, c'est presque choquant. Je me dis, mon Dieu, ces gens ne se donnent même pas 5 minutes par jour. Oui, parce que c'est incroyable. Même 5 minutes par jour, parfois pour beaucoup, c'est difficile. Est-ce que votre audience, je veux dire, toutes celles et ceux qui assistent à vos spectacles, sont essentiellement des gens qui sont en quête, effectivement, de bien-être, c'est-à-dire des espèces d'hygiène, question d'hygiène morale et psychologique. Oui. Vous n'êtes pas en quête de bien-être? Si. Franchement. Toujours. C'est la quête de tout être humain, je pense. Complètement. Mais c'est-à-dire aussi, est-ce que c'est pas en toile de fond aussi de la souffrance, sous différentes formes? Je pense, pour être honnête, je pense que, vu le monde dans lequel on évolue aujourd'hui, on est tous un petit peu dégénérés, vu ce qui se passe, vu j'ai envie de dire, vu la perte de valeur, vu l'éloignement de tout ce qui était avant normal, hein, les habitudes, les valeurs ancestrales, des choses que les gens faisaient depuis des siècles. Et je ne parle pas que pour le Maroc, je parle pour tous les autres pays. Même les États-Unis, la France, on a été sectionnés de notre histoire. Ah, carrément, sectionné carrément. Ah ben oui. Quand aujourd'hui vous voyez que, à tous les niveaux, que ce soit pour les enfants, pour les grands, regardez comment les gens vivent aujourd'hui. Avant, on prenait le temps de s'asseoir avec ses parents tous les jours pour aller manger entre midi et 2. Quand je dis on a été sectionné, je ne parle pas de complot, je parle
de fonctionnement d'une société. On n'a plus le temps aujourd'hui d'aller manger chez C'est la soi. modernité qui est responsable. C'est un peu de ça. tout, c'est Non. la mondialisation, le capitalisme, le désir effréné et effrayant de l'argent, du profit. Avant, le désir principal des êtres humains n'était pas centré sur le profit. Je parle évidemment macro, je parle globalement. C'était la famille. Avant la famille, c'était la foi. Après la famille, qu'est-ce que c'était? Le savoir-faire, le plus souvent. Aujourd'hui, quand vous voyez, et je parle, j'ai des amis, j'ai de la famille, vous parlez aux gens, déjà le premier, j'ai envie de dire le premier souci, c'est de subvenir au crédit, à ce qu'on doit payer, à ce qu'il faut régler, etc., etc. Et personnellement, moi, je refuse que ce soit la dynamique qui régisse ma vie, personnellement. C'est-à-dire que, Je clairement, ne peux pas. Hassan Haja est en train de me dire et de nous dire qu'il n'est pas du tout rentré dans la société de consommation mondialisée. Vous êtes en marge, vous. Non, je Non, ne dirais c'est- pas en marge. J'en fais partie, je Oui. n'ai pas le choix d'ailleurs. Vous Pourquoi êtes je dis qu'on un est tous... pied- ouais. Pourquoi je dis qu'on est tous dégénérés? Vous êtes pris, vous aussi, Parce dans que cette mais dynamique, cette tour forcément, infernale? forcément, parce que si je n'étais pas dégénéré, ça voudrait dire que j'ai grandi en haut de la montagne avec des brebis, un pan, des poulets, et voilà. Avec des fromages de chèvre. Mais évidemment, Des cabets. mais bien sûr. Et puis, au-delà de ça, moi, j'ai été des fois dans des randonnées où j'ai vu ces personnes-là. Et je le reconnais, je suis le premier à le reconnaître, toujours sur moi. Mais je suis dégénéré, je suis vicié par rapport à ces gens-là. À la plupart de ces gens-là. Parce que ce sont des gens qui ont grandi sans smartphone. Et encore que ce que je suis en train de dire aujourd'hui, au 11 février, n'est déjà plus vraiment valable, parce que je vous parle de randonnées que j'ai fait il y a quelques années. Dans 20 ans, peut-être que tout le monde, même ces gens-là, auront des smartphones, ce que je ne leur souhaite pas. Mais c'est ça, on est formaté. Le problème, c'est le formatage. Vous grandissez dans l'image. L'image pervertit énormément l'individu. Vous savez, le vieil adage, une image vaut 1000 mots, ou beaucoup plus. Et avant, c'était l'image, la photo, vous savez, I Need You, l'oncle Sam. Aujourd'hui, c'est des vidéos. Alors imaginez le pouvoir d'une vidéo sur un enfant de 3, 4, 5 ans. Et il a l'habitude de ça toute sa vie. Par exemple, moi, quand j'étais enfant, ça allait être Goldorak, ça allait être quelques dessins animés comme ça. Aujourd'hui, regardez, il y en a 10, 20 fois plus de dessins animés, et regardez ce qu'ils véhiculent. Des messages beaucoup moins, je dirais, beaucoup moins subversifs. Avant, c'était comme vous disiez, c'était la morale, c'était, vous savez, Tom et Jerry, Oui. c'est Ouais. le gentil, le méchant, celui-là il titille un peu. Et encore qu'il y avait beaucoup de poésie dans ces Tex Avery. Je crois que vous connaissez bien Tex Avery. Bien sûr. Tex Avery, il y avait une subtilité, etc., qu'on ne retrouve pas dans les dessins animés d'aujourd'hui. La violence qu'il y a aujourd'hui n'existait pas dans les dessins animés d'il y a 30 ans, etc. Et dans Soufi, mon amour? Comme je Il y a vous disais... rien. Qu'est-ce qu'il y a de subversif dans Soufi, mon amour? Ah non, Soufi mon amour n'est pas une adaptation que j'ai voulu subversive. C'est une adaptation qui se veut être un rappel, et vraiment pas plus, parce que je n'ai pas le niveau de faire plus, qui se veut juste un rappel de la grande sagesse dont pouvaient faire preuve et que pouvaient prodiguer des hommes de Dieu il y a des siècles de cela. Et pour vous, c'est important, ça? De réadapter ça aujourd'hui, en 2018, 2019, Je ne sais pas si c'est important 21e de le siècle. faire. au 21e En tout siècle? cas, ça a du sens pour moi. Ouais. Vous savez, je n'ai absolument pas la prétention de dire que ce que je fais est plus ou moins important que ceci ou dans tel contexte. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que ces hommes-là ont compté pour des millions de gens. Rumi, qui était le disciple de Shams de Tabriz, qui est le personnage principal de cette adaptation, a fondé une confrérie, une tariqa, la Mevlevi, la Maoulawiya, mais qui aujourd'hui est adoptée par des millions de gens dans le monde. Rumi est aimé par bien plus que ça. Rumi est le poète le plus vendu aujourd'hui aux États-Unis. Le plus lu, en tout cas. Si vous deviez vous Intéressant. résumer, Hassan Haja, citoyen marocain de confession musulmane, soufi, Ah non, certainement pas soufi. Non. pas soufi. Je n'ai pas cette prétention. Ce serait... On vous présente souvent comme un Malheureusement, soufi. oui. Oui, non, je sais Malheureusement. pas, C'est vrai que j'ai rencontré ce problème souvent, parce que je pense aussi que à cause de cette époque où nous vivons, il y a tout de suite un désir
et je dirais que cette faute-là est sur tout le monde. Pas seulement les médias, mais aussi les gens qui les écoutent ou qui les consomment, qui les suivent. C'est de vouloir tout rapidement. Ranger dans une armoire, dans une boîte. Oui, mais donc pour ranger dans une boîte, il faut tout de suite résumer le truc ou la personne ou la chose en deux lignes. Mais moi, je serais incapable de me résumer en 2 lignes. Un être humain, c'est tellement plus complexe, c'est tellement plus subtil, tout être humain, que je pense que c'est un danger. Et souvent, effectivement, les journalistes lancent comme ça. Oui, alors vous, Hassan El Jaye, vous qui êtes soufi, qu'est-ce que vous en dites ? Attendez, il y a écrit nulle part, et j'ai jamais eu cette prétention d'être soufi, parce que justement, quand on étudie des personnages, des saints, comme Shams de Tabriz ou Jalaluddin al-Rumi, je peux vous dire que moi, je me sens insignifiant devant des gens pareils. Votre actualité, il y a eu Petit Prince, Soufi mon amour. Oui, alors Soufi mon amour, je le rejoue constamment, oui, je sais, parce qu'il y a eu une tournée à l'étranger, justement en Belgique et en France, il y a 2 mois. Nous espérons repartir dans ces pays-là et quelques autres en Europe très bientôt avec Haroun Teboul, qui est mon partenaire de scène, grand musicien virtuose et qui vit à Paris. Et puis, il y a une tournée aux États-Unis qu'on espère mettre en place pour le mois de septembre. Donc, principalement sur Soufi mon amour, mais aussi sur le Mesnevi de Rumi, le prophète de Khalil Gibran. Et puis, je prépare pour dans quelques mois, j'espère. C'est vrai que ça fait plus d'1 an que je dis ça, mais c'est tellement difficile comme travail. Bah, vous avez dit vous avez préconisé le fait qu'il faut prendre le temps de vivre. En tout cas, le temps de se faire du bien. Oui, vous prenez aussi le temps de mettre en place vos projets. Mais là, il s'agit surtout d'être fidèle à une œuvre infiniment complexe. Ouais. Il s'agit du langage des oiseaux, Mantiq Tayr, du grand poète mystique Farid ad-Din al-Attar, persan. Et puis, il y a aussi Majnoun, le fou de Leïla, qui là, c'est un assemblage de beaucoup de textes qui ont des origines totalement différentes et tellement diverses et riches. Mais ça fait beaucoup de temps que je travaille sur ces textes parce que je veux être, en tout cas, persuadé que lorsque je les présenterai, ils seront les plus aboutis possibles en termes de fidélité à leurs auteurs et en termes de compréhension et de transmission pour un public, tout public d'ailleurs. Donc en fait, une année 2019 bien chargée, c'est ça ? Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Plein de projets, plein de choses. Dieu merci. Ouais. En tout cas, bonne chance à vous. Merci. Donc je vous remercie, Hassan El Jaye, comédien, metteur en scène et coach pour la prise de parole en public et qui a plein de projets à la fois dans la tête. Comme on dit très souvent, on a des idées plein la tête, mais vous, c'est des projets plein la tête. Oui, plein de choses à mettre en place. Ouais. C'est des projets, mais pour revenir à votre question de ce résumé, je dirais, s'il fallait encore une fois, si on était astreint à cet exercice de le faire en deux phrases ou en 2 lignes, je dirais que plus je vais dans cette quête, avec ces très beaux matériaux, ces très beaux textes, plus je me rends compte que je suis un ignorant. Très honnêtement. Je voudrais citer une phrase de André Tarkovsky. Plus on apprend, plus on devient inculte ? Non, plus... L'inculture, il n'y a rien de péjoratif d'ailleurs quand je dis inculture. Non, aucunement. Je pense que c'est ailleurs. Ça se trouve ailleurs, c'est que plus on apprend et plus on fait, plus on se rend compte qu'on ne sait pas, qu'on ne savait rien. Ça, c'est aussi là. On gagne en humilité, c'est peut-être ça aussi, non ? Mais c'est au-delà de l'humilité, je pense que c'est une vérité intrinsèque. André Tarkovsky, qui est vous le savez, un grand metteur en scène de cinéma, il a fait Solaris, le chef-d'œuvre du cinéma russe. Il a dit cette très belle phrase que je voudrais simplement citer. Tout ce que l'artiste peut offrir au public, c'est d'être honnête et sincère dans son combat singulier avec le matériau. Pourtant, au final, tout se purifie jusqu'à devenir cet élément simple, le seul sur lequel les humains peuvent compter dans leur existence, la capacité d'aimer. Cet élément peut se développer dans l'âme de chacun jusqu'à devenir le principe directeur, capable de donner un sens à leur vie. Mon devoir est de faire en sorte que celui qui voit mes films ressente le besoin d'aimer, de donner son amour et qu'il perçoive l'appel de la beauté. Je trouve ça... On finira sur beauté alors. L'amour, la beauté et la grâce. Voilà. À 48 heures de la Saint-Valentin. Oh là là. L'amour, c'est votre moteur aussi, l'amour, non ? Attendez, l'amour est ce qui régit tout à la base. Voilà, merci en tout cas une fois de plus. Hassan El Jaye, comédien, metteur en scène et coach dans tout ce qui est prise de parole en public et je vous souhaite plein de réussite. Merci infiniment, Rachid. Mais avant tout, une belle journée. Merci.